Bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du legal design et du langage juridique clair. Je vous propose une mini-série sur ce sujet avec des invités tous passionnants et passionnés. Pour ce premier épisode, j'ai invité Didier Kettels, juriste et entrepreneur social. Il va nous expliquer son parcours, sa vision du droit et pourquoi le langage clair est primordial dans le domaine juridique. Bonjour Didier, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 8e épisode du podcast Tout droit tout simple. Alors Didier, tu travailles depuis une vingtaine d'années, je crois, sur le langage juridique clair, qui est en lien très étroit avec le legal design. Tu vis et tu travailles en Belgique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et te présenter ? D'abord, bonjour Delphine. Alors moi, je m'appelle Didier Kettels. Je suis juriste de formation et je dirige aujourd'hui une organisation qui s'appelle Droit Quotidien, qui travaille plus largement sur la clarification du droit. D'accord c'est plus large que le langage juridique clair. Le langage juridique clair est un moyen de clarifier, donc la clarification du droit. Et on le fait autour de 3 activités. On produit des contenus compréhensibles et pertinents pour le citoyen, avec une activité qui s'appelle Légal Info. On développe des solutions tech et sociales avec une structure qui s'appelle Droit Quotidien Tech, en disant que la digitalisation permet vraiment de rendre le droit encore plus accessible. Et on a une troisième activité, Droit Quotidien Legal Design, qui est une agence de communication juridique qui intègre notamment le langage juridique clair. Donc voilà. Alors sans parler de droit quotidien, plutôt parler de qui je suis, comment ça se fait que je suis là et quelle est ma vision. Alors, petite histoire, c'est que moi, je me suis retrouvé dans une fac de droit dans laquelle je ne me suis jamais vraiment bien retrouvé, dans le sens où je trouvais la matière enseignée perdait très souvent de vue à qui elle était destinée. Donc, tous les profs, etc., on parlait beaucoup des professions juridiques, des juges, de l'entreprise, etc., mais on perdait de vue qu'essentiellement, ce droit, il doit être destiné à des citoyens, notamment, mais principalement, et que ces citoyens, on ne se posait jamais la question de savoir comment ils le comprenaient. D'accord ? Donc ça, c'était un premier ressenti. Deuxième ressenti, c'est que je trouvais que c'était un monde très, très conservateur et que les perspectives qu'on nous présentait étaient des perspectives qui étaient un peu reflétées par les professeurs qui enseignaient. C'était que des perspectives liées aux métiers traditionnels du droit, que sont les professions juridiques traditionnelles, notaires, huissiers, avocats, et on glorifiait magistrats, et on glorifiait ces professions-là. Alors, apparaissait le mouvement des juristes d'entreprise à cette époque-là, tout doucement, qui voulait se faire la place justement par rapport à ça, mais assez convaincu qu'il existait une troisième voie, voilà, sans savoir trop laquelle. Donc ça reste le cœur de mon engagement. Alors, d'abord, j'ai eu une première expérience en travaillant dans la coopération au développement à la faculté de droit de Ouagadougou, au Burkina Faso. J'ai pris goût à la transmission, voilà. La transmission à des étudiants, et transmission, et aussi, j'ai pris conscience de l'inégalité qui existait par rapport aux moyens pour connaître et comprendre le droit. Et pour donner un exemple, quand j'étais à Ouaga, je me souviens très bien que je croisais mes étudiants en dessous de lampadaires publics, étudiants le soir pour présenter l'examen le lendemain. Donc, il y avait tout, voilà, il y avait, voilà, cette sensibilité s'est développée grâce à cette expérience. Puis, ne voulant toujours pas revenir dans ce monde traditionnel du droit, mon parcours m'a amené vers l'enseignement. Voilà. Je me suis dirigé vers l'enseignement et l'enseignement technique et professionnel. Et là, je voulais transmettre le droit à des futurs maçons, des électriciens, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'au bout du compte, deuxième constat, c'est que ces personnes-là, c'était les personnes qui étaient le plus susceptibles d'avoir des problèmes ou de rencontrer le droit. Les problèmes juridiques dans les problèmes juridiques. Et c'était une première chose. Et une deuxième chose, c'était les gens qui étaient le moins outillés pour ça. Et donc, il y avait une double peine, si vous voulez. Toutes les études le montrent que c'est ces publics-là et les chefs d'entreprise qui sont le plus susceptibles d'être confrontés au droit.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Parce que le droit, il est dans la vie de tous les jours. Et donc, voilà, c'était un ressenti. Et puis, dans mon parcours, le réseau, etc., m'a fait croiser quelqu'un qui avait lancé le droit quotidien, qui était une toute petite association de loi 1901, très, très locale. Et alors, on a été les 2 premiers salariés. Et là, pendant 10 ans, on a expérimenté plein de choses. Plein de choses. On a expérimenté l'écriture, la formation, les animations dans des maisons d'accueil. Enfin, on a expérimenté plein de choses. Pour Et arriver donc, à... parmi ces choses, pardon, Oui, je te coupe, parmi ces choses, j'imagine qu'il y avait, alors peut-être qu'on ne mettait pas ce nom-là dessus à l'époque, mais il y avait aussi du legal design dedans, tout à fait. forcément. Ouais, Tout à fait. Et en fait, si tu veux, ce qu'on s'est assez rendu compte, c'est tout ce qu'on expérimentait, ça portait un nom. Hein. Ça portait un nom et c'était le fondement du legal design. C'est-à-dire, le fondement du legal design, c'est d'être user-centric, comme on dit, d'avoir une attention sur l'utilisateur. Et nous, notre focale, chaque fois qu'on intervenait publiquement, grâce à toutes les questions qu'on nous posait, on avait vraiment ce point de vue-là. On ramenait la Oui, perception. c'était la base de votre Oui, réflexion, en fait. c'était la base de notre réflexion. Et on ramenait toujours, mais non, le citoyen, il ne rentre pas dans le droit comme vous. Le citoyen rentre dans le droit d'une autre manière. Hein. Et donc là, on s'est rendu compte, cette expérimentation, c'était du legal design. Essayer de s'écarter, en fait, du fait que le droit est fait pour les juristes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et que l'avocat, quand il intervient à un moment beaucoup plus tardif dans le problème. Quand vous êtes dans Et donc, il a une perception de la réalité qui est quand même vachement différente. Que le théoricien, le juriste, il est formé à une structuration, hein, du général au particulier. Le citoyen, il va partir de son propre problème. Puis-je garder ma maison? Et après, va se poser la question du type de divorce et des implications. Donc, et que le juriste, il a tendance à noyer le poisson. Donc, voilà. Et donc c'est tous ces points de vue-là qu'on a développés. Et on s'est rendu compte qu'on est en train de faire du legal design. Alors, nous, on a creusé, on est rentré dans le legal design par le langage. Là, on s'est rendu compte qu'on a un peu ouvert l'esprit et on est allé dans d'autres pays. Et on est allé au Canada notamment, et on a participé à 2 réseaux qui s'appellent le Plain Language Movement et Clarity Movement, qui sont 2 réseaux qui rassemblent les gens autour de la communication claire. Clarity, c'est autour sur la communication juridique claire. D'accord. Et là, c'était sur la question du langage, de la communication, etc. Et on s'est rendu compte que ce qu'on faisait avait un nom, le legal design, et qu'il y avait quand même un point commun, par rapport à ça, c'est que c'est la langue. Et que tout ce qui se passait dans le monde anglo-saxon était super intéressant, parce qu'il existe des initiatives en langue espagnole aussi, voilà. Mais il y avait quand même quelque chose qui était lié à la langue et au langage. Et donc, c'est ça qui a amené notre idée, avec nos amis canadiens à l'époque, il y a une dizaine d'années, de dire on va créer un collectif qui rassemble des gens qui traitent le droit en français. Voilà. C'est un peu ça, le parcours. Le cheminement, ça a été ça, Oui, d'accord. oui. Et donc, il y a quelques mois, justement, en septembre-octobre 2020, tu as créé l'association qui s'appelle Lab Légal. Alors, comment elle est née exactement, cette association? Alors, elle est née aussi donc, par rapport à cet historique. Il y a eu une opportunité, c'est nos amis canadiens d'Éducalois, qui est un peu l'équivalent de droit quotidien à Montréal, avaient une mission d'éclairage à Paris il y a 3 ans, je pense, où ils rencontraient un certain nombre d'acteurs français pour leur expliquer un petit peu éducalois, langage juridique clair, etc. Donc moi, j'ai participé avec eux à cette mission. Et donc, voilà, il y a une ouverture qui s'est faite à ce moment-là. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que pour Droit Quotidien, nous étions à la recherche d'un partenaire pour développer notre solution tech. Et ce partenaire est Thomas Saint-Aubin de l'entreprise Séraphin, et c'est quelqu'un qui avait une grosse expérience du lancement de collectifs, etc. Et donc, j'ai pu bénéficier de son réseau et de son expérience pour, à mon tour, réactiver ce projet qui avait tout son sens. Et voilà. Et puis alors, au fur et à mesure, par des rencontres, il y a une dynamique qui s'est lancée. Et j'ai envie de te dire, le troisième point, c'est que sociologiquement, on a quand même, par rapport à il y a 10 ans, ce sujet est beaucoup plus accepté aujourd'hui.
ce sujet du legal design, etc. Donc il y avait une opportunité, j'ai envie de dire temporelle, qui faisait que voilà, c'était le bon moment de lancer ça. Oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu travailles sur le langage juridique clair depuis de très nombreuses années. Enfin, ça a été un peu la base. Et donc, parce qu'il y a eu cette opportunité un peu de circonstance, en fait, c'est pour ça que le lab légal a vu le jour, en fait, j'allais dire que maintenant, mais c'est un peu ça. C'est les circonstances qui ont fait que ça s'est produit maintenant, mais ça aurait pu se faire il y a 5 ans ou dans 3 mois, à la rigueur. Exactement, exactement. Et on avait l'intention de le faire il y a 5 ou 10 ans avec nos amis canadiens, mais voilà, on avait fait quelques tentatives trop institutionnelles. On est allé ici vers une formule beaucoup plus souple. Et donc, et puis c'est l'opportunité des rencontres. Je pense qu'il faut Oui, être très peut-être que conscient. si les gens n'étaient pas prêts ou n'avaient pas cette conscience-là, c'est compliqué de savoir. Allez, aujourd'hui, ben, si tu peux, on faisait une présentation pour le village de transformation du droit et on avait rassemblé sur un PowerPoint tous les gens qui font partie du lab légal ou qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Mais il faut savoir qu'il y a 5 ans, il n'y avait aucune agence de legal design en France. Aucune. Ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, ben, vous en avez toute une série. Donc voilà, il y a cette réalité-là qui est aussi, ça c'est la première chose. Et ces agences, elles rencontrent toutes le même problème. C'est que c'est très difficile de convaincre les juristes ou les décideurs à enclencher un processus de transformation autour du legal design, parce que on rencontre tous les mêmes freins. Le risque de perte de rigueur, le danger de l'illustration, enfin, c'est tous les mêmes contre-arguments. Et donc, voilà, il y avait aussi un intérêt commun qui amène des gens à se dire, ben, on a intérêt à être ensemble pour être plus fort. Alors justement, qui sont les membres du lab légal? Tu l'as évoqué là. Alors, aujourd'hui, c'est une organisation qui reste encore ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant de cotisation, donc, mais ça va venir. Donc, je veux dire, dans les membres, je vais parler de tous les gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre depuis 1 an et demi autour de cette problématique, autour de cette création. Alors, on a une centaine de contacts, France, Canada et Belgique. Essentiellement France, je ne cache pas, puisque la plupart des activités se passaient à Paris, qui se répartit en plusieurs catégories. D'abord, peut-être rappeler l'enjeu pour nous du lab légal, c'est justement de décloisonner la profession juridique, c'est-à-dire de l'ouvrir à d'autres métiers, tout simplement parce que le monde est de plus en plus complexe et que la complexité elle ne se résout que grâce à la diversité de compétences. Oui, et puis dans le langage juridique, il y a aussi le langage. Donc, comme tu disais, il y a la communication, et donc c'est pas qu'un métier de juriste. Alors, derrière le legal design, il y a le langage juridique clair, mais il y a d'autres aspects du langage juridique clair. Donc, il y a le langage et tout ce qui tourne autour du langage. Donc, il y a des linguistes, des traducteurs aussi, qui sont amenés à traiter le droit et à devoir le transformer. Donc, ça, c'est vraiment important. Il y a tous les gens qui tournent autour de la communication, mais il y a des designers aussi. Donc il y a une approche il y a les métiers évidemment juridiques traditionnels, des avocats, il y a des agences qui sont spécialisées sur, je pense plus sur des métiers du chiffre par exemple. Voilà, c'est extrêmement divers. Il y a des gens qui sont spécialisés sur tout ce qui est psychologie sociale, etc., etc. Donc l'idée c'est d'abord des métiers différents. Alors pour être très honnête avec toi, aujourd'hui, on est quand même à une large majorité de juristes. Et le défi pour nous, c'est d'amener des designers, d'amener des linguistes, d'amener des traducteurs, d'amener tous des gens d'autres... Des psychologues, des spécialistes de la neuroscience, etc. Et tous des gens qui, d'une manière ou d'une autre, traitent le droit. Donc ça, c'est une première approche. Donc il y a un défi, et grâce à ce podcast, j'espère qu'on va pouvoir encore attirer des gens. Alors, pour répondre à ta question, deuxième, si j'ai une autre lecture, j'ai une lecture par métier. Ben, tu as des gens des professions juridiques traditionnelles, tu as des gens du monde de la legal tech, tu as des gens du monde de l'entreprise, des directions juridiques, tu as des gens du monde du secteur public. Hein. Il faut savoir que le secteur public est un grand enjeu. Donc, c'est extrêmement varié. Mais le fondement, c'est cette variété. C'est ça qui fait la force du lab légal et son défi. France, oui. Belgique et Canada. On voudrait étendre à la Suisse, à l'Afrique francophone. Voilà, donc ça, ce sont des défis. La francophonie dans son ensemble.
Oui, Il n'y a pas de compétences particulièrement recherchées, mais en tout cas, le but, c'est vraiment la pluridisciplinarité des professions et des compétences, en fait. tout C'est à ça. fait. Et des gens qui veulent rendre le droit, travailler à ce que ce droit soit Ouais, plus accessible, quel que soit le accessible. public cible. Oui, c'est Et l'accessibilité, l'intelligibilité du droit qui prime, quoi. Enfin, c'est vraiment ça exactement. le message. C'est ça qui doit être le point commun. Et si je fais un lien avec ma vision, la vision de droit quotidien, notre enjeu, c'est qu'on a une approche associative, c'est-à-dire qu'on a une attention pour les publics plus éloignés du droit. Et donc, comme je te le disais, ce sont des publics qui sont potentiellement plus susceptibles d'être confrontés au droit et de moins bien le comprendre. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est grâce à ce lab légal, pouvoir aussi, toute cette innovation et cette créativité qui est beaucoup plus présente dans le monde de l'entreprise, c'est qu'elle puisse bénéficier, à un moment ou à un autre, à ce public-là aussi. Donc ça, c'est la vision de droit quotidien dans ces tripes. Mais tous les gens qui sont dans le collectif se retrouvent sur la nécessité de rendre ce droit beaucoup plus accessible, et ceci, quel que soit le public cible. Donc, alors, cette mini-série-là est consacrée au legal design, justement. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière ce terme legal design? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors pour le coup, on en parle beaucoup, Mm. et les gens sont parfois un peu perdus sur qu'est-ce qu'on met derrière ces deux termes. Moi, je pense que s'il y a une chose que doivent intégrer les auditeurs, c'est legal design, c'est être centré utilisateur. C'est de repenser sa manière de traiter et sa manière de traiter le droit en ayant en attention quels sont les besoins, quelles sont les compétences de celui à qui il est destiné. Voilà, c'est une méthodologie aussi, mais si le message c'est ça. Et ça, chacun individuellement peut se reposer la question, voilà, j'ai produit telle chose. Est-ce que c'était absolument nécessaire? Est-ce que mon interlocuteur m'a compris? Quelles ont été les réactions? Combien d'appels j'ai eu pour demander des explications? Ouais, l'enjeu, c'est vraiment éviter tout ça. Et c'est d'être encore Ouais. plus impactant, tout en gardant la force de notre formation. Oui, C'est-à-dire, et du message qu'on veut, de ne pas perdre dans le message, quoi. C'est tout ça, à fait, et en gardant notre qualité, notre formation initiale, qui est cette précision et cette rigueur qui est fondamentale. Mais c'est compatible, c'est absolument compatible, le garantit. Oui, c'est ça qui est peut-être compliqué à appréhender, je pense, ou à comprendre. C'est que on a tendance à croire que le legal design, on entend beaucoup de design dans ce terme. Et Mm. donc, du coup, on se dit, ah bah, ça va être trop simplifié et on va perdre en substance. Alors qu'en fait, c'est faux, c'est même le contraire. En fait, Et tu vois, ça, c'est une des finalités du lab légal, c'est d'essayer de communiquer autour de ce qu'est vraiment le legal design et de pouvoir agir sur des freins globaux comme ceux-là, en disant, voilà, par des témoignages de gens qui sont passés, par montrer le professionnalisme des gens qui composent le lab légal, des Oui, gens et puis qui, les utilisateurs, ils peuvent voilà, aussi. c'est, Alors voilà. justement, est-ce que tu peux préciser un peu le rôle et les objectifs que sont fixés le lab légal? Alors, moi, je pense que il y a deux objectifs. Un objectif externe, c'est vraiment éviter le legal design washing et vraiment amener ce sujet au plus proche des décideurs et qu'il soit le mieux compris et démystifier ce qu'est le legal design. Donc, il y a un enjeu de convaincre, de communication d'une communauté par rapport à ça. Et derrière ça, c'est un enjeu systémique, c'est-à-dire essayer de vraiment changer les choses, en fait, si vous voulez. Parce Mm. que il peut aller partout, ce concept. Toute Ouais. personne qui Et donc produit du droit. ça peut même commencer à l'université alors, en Tout à fait. fait. Il faut- Effectivement, nous, on essaye ici en Belgique, on a essayé qu'il y ait des petites sensibilisations, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui soit inscrit dans le parcours des juristes. Je pense qu'il y a toute une étude qui a été faite sur les soft skills qui le montre encore une fois, hein, mais je crois que les facs de droit sont beaucoup demandées sur un certain nombre de sujets, donc elles doivent choisir leurs priorités. Mais effectivement, c'est l'objectif. C'est un changement systémique en faisant en sorte que ce concept soit, au lieu d'être le concept à la mode, soit vraiment un concept de changement de production du droit. La deuxième finalité, c'est que nous sommes des gens humbles et modestes. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans cette structure se disent personne d'entre nous peut prétendre
rassembler toutes ces compétences nécessaires à traiter des problèmes complexes. Donc, les designers, les linguistes, les responsables... Oui, tout seul, ça marche pas. La neuroscience... Donc, l'idée, c'est aussi de... Ceux qui sont membres de ce lab légal vont pouvoir, grâce à un certain nombre de conférences, etc., pouvoir augmenter leurs compétences et pouvoir identifier des synergies entre eux pour pouvoir travailler ensemble sur des projets complexes. C'est un peu la deuxième idée. Et donc là, il y a une conférence sur le nudge, spécifique nudge, où un des membres de notre communauté, qui est l'agence Labrador, va partager toute son expertise sur le nudge et son utilité dans le domaine du droit. Bon, Didier, on arrive à la dernière question que je voulais te poser pour finir ce podcast. Quels sont pour toi les défis pour 2021 et maintenant presque 2022 pour le lab légal et en général pour le legal design? Écoute, moi je pense que le défi, c'est de vraiment avoir des gens qui s'engagent à produire des contenus qui tiennent compte du point de vue des destinataires. Donc au-delà du buzz que fait le mot legal design, je crois que le défi, c'est qu'on ait des gens qui s'engagent concrètement dans leur quotidien et qui maintiennent cet engagement à transformer leur manière de produire des contenus juridiques. Voilà. Je pense que voilà, là, on aura un effet systémique et un effet de changement important, et c'est ça, moi, qui me motive, j'ai envie de dire. Oui. Et donc, en plus, ce message, il s'adresse à tout le monde, hein, les praticiens du droit et les étudiants. Hein, là, pour le coup, c'est universel. Donc... Exactement. C'est une petite démarche intellectuelle de se dire, tiens, à qui est destiné mon message et quelles sont ses compétences et qu'est-ce qu'il recherche comme information, quelle information a-t-il besoin au regard de ce qu'il attend. Enfin voilà, c'est vraiment une petite démarche intellectuelle. Mais si on enclenche ça, et on est nombreux à l'enclencher, je suis certain qu'il y aura un changement systémique. Et notre enjeu à tous, hein, c'est qu'on soit compris, non? Didier, un grand merci pour toutes ces explications super claires et vraiment très utiles pour le débat. Et je te souhaite très bonne continuation avec Droit Quotidien et le Lab Légal. Je te remercie, et que les étudiants qui ont moindre question, ils peuvent me contacter. J'ai toujours cette sensibilité-là. Je mettrai dans la description, effectivement, tes coordonnées dans la description du podcast. Avec plaisir. Super. Merci Delphine. Merci beaucoup Didier. Vous retrouverez cet épisode sur mon site internet toutdroittoutsimple.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci, à bientôt!